Une communauté dans la cité. Être juif. Être français. Savoir d'où l'on vient. Habiter son nom. Son nom. Cardoso. Cardoso est un nom portugais. Mendes, Ferreira, da Costa, d'Almeida. Zabulon, Zéboulon, Zébouloun. Mon nom c'est Carcassonne, Perpignan, il y a pas mal de noms qui sont des noms du toponyme du sud de la France. Une légende raconte que l'arrivée des premiers Juifs en Aquitaine remonte au début de l'Empire romain. 3 navires d'exilés juifs originaires de Jérusalem furent abandonnés en mer. Un vaisseau accosta à Lyon, le second à Arles et le 3e en la cité de Bordeaux. Selon la même légende, les Juifs arrivés en Aquitaine se virent octroyer par le seigneur local des champs et des vignobles. Car de l'autre côté du monde, en Judée, la révolte juive, révolte des Zélotes, est réprimée par Vespasien et le second temple détruit. Son fils, Titus, lui succède et continue la répression. Plusieurs centaines de milliers de Juifs sont tués pour mater la révolte. Une partie de la population est réduite en esclavage et déportée. Une autre partie est expulsée. C'est le début de la dispersion, la diaspora. L'édit de Caracalla, promulgué en 212, accorde aux Juifs installés dans l'Empire romain les mêmes droits qu'aux autres citoyens et la possibilité de s'installer où ils le souhaitent. Utilisant les voies maritimes et fluviales, les Juifs de Judée viennent s'établir dans la vallée du Rhône, dans la vallée de la Gironde. Peu de traces subsistent de la présence juive en Aquitaine pendant l'Antiquité et les débuts du Moyen Âge. Le témoignage d'un commentateur chrétien du IVe siècle, Prosper d'Aquitaine, parle des croyances des Juifs. Une bague en or du VIe siècle, l'anneau d'Astère, un des plus anciens bijoux juifs de Gaule, retrouvé en 1858 au centre de Bordeaux, dans l'actuelle rue de Chevrus, qui s'appela pendant plusieurs siècles la rue juive. En France, en 1269, Saint Louis, avant de partir pour les croisades, décide de purifier son royaume et impose aux Juifs le port de la rouelle, une roue de couleur jaune, signe distinctif qui sera obligatoire jusqu'à leur expulsion définitive en 1394. Les Juifs ont eu souvent imposé une reconnaissance extérieure permettant de les identifier. Le dernier qu'on peut connaître, c'était l'étoile, la Magen David sur le veston des femmes, des enfants, passé 5 ans. Au Moyen-Âge, ça a duré aussi, ça a été bon, mais on finit par ne pas s'y habituer. En 1287, tandis que Bordeaux et la Gascogne font partie de la couronne d'Angleterre, le roi Édouard Ier, après avoir longtemps rançonné les Juifs qui y vivaient, décide de les expulser et de confisquer leurs biens. Puis c'est Philippe le Bel qui, en 1306, ordonne à son tour une expulsion des Juifs et saisit leurs biens pour tenter de renflouer les caisses de l'État, vidées par la guerre en Flandre. 5783 ans, 2022, 140 ans, nouvelle année. Je suis né à Oran, en Oranie, département français. Eh bien oui. Moi, je suis né à Gabès. Mon père est né à Strasbourg, de parents polonais. Mes parents sont nés au Cameroun. Je suis né à Bab el Oued. Mes parents reviennent d'Afrique du Nord.
d'Algérie. Je suis né dans le centre de la France. Je suis né à Mostaganem, en Algérie. Et je suis né à Bruxelles. Pour moi, la communauté, je dirais que c'est comme une grande famille, c'est-à-dire que quand on fait partie d'une communauté, je pense qu'on se connaît sans vraiment se connaître, qu'on peut compter déjà sur les autres. Il y a déjà un lien entre les personnes et je trouve que ça apporte un véritable soutien et une sorte de bien-être aussi. Ça me fait chaud au cœur de voir ça, qu'il y a quand même des événements beaux auxquels on peut se réunir et pas forcément des choses tristes. La communauté juive de Bordeaux a été à l'origine de nombreuses décisions au niveau national et elle était largement connue avant sa période hispano-portugaise. Elle était une des plus belles et plus importantes communautés de France. Mais la période hispano-portugaise a été la caractéristique de cette communauté juive bordelaise. Alors, la communauté de Bordeaux est une très ancienne communauté puisqu'on relève les premières traces des Juifs venus d'Espagne et du Portugal déjà depuis après l'Inquisition dans les années 1492 qui correspondent à l'expulsion des Juifs d'Espagne et du Portugal. Ils se sont installés dans tout le sud-ouest et les Juifs ont conservé à la fois leurs habitudes sociales, leurs rites religieux et leurs pratiques religieuses telles qu'ils le vivaient en Espagne et au Portugal, avec une liturgie un petit peu particulière, qui est ce rite qu'on appelle hispano-portugais ou bordelais, avec des mélodies particulières, avec un ordonnancement de la prière qui est un petit peu différent de la tradition séfarade d'Afrique du Nord. Et oui. C'est pas le même. Comment ? C'est pas le même que d'habitude. Quoi non ? Le nishmat. Le nishmat, c'est à peu près pareil, mais il y a des passages qui en plus. Ah oui ? C'est nishmat kol Nishmat kol c'est pareil. Non, c'est pas celui-là. Lequel ? C'est pas nishmat kol Ah, ça c'est le grand. C'est le grand nishmat. Voilà. Oui. Voilà. Et Béfi, ça va jusqu'à après Béfi et tout ça. C'est ça. Qu'est-ce que c'est qu'un juif portugais ? Nous sommes, depuis le XVe siècle, arrivés dans le sud-ouest de la France, Bayonne, Peyrehorade, Tartas, Bordeaux. Je suis Manuel Pereira, donc un descendant des Juifs marranes judéo, donc portugais. Ces judéo-portugais qui étaient donc des crypto-juifs, qui venaient d'Espagne, du Portugal après l'expulsion des rois d'Espagne d'abord et du roi du Portugal. Un juif portugais, c'est un juif qui a toujours gardé dans son cœur la Torah, qui peut à présent transmettre le chemin Israël et les 10 commandements. Ma famille, mes ancêtres se sont cachés, c'était des crypto-juifs. C'est caché pendant plus de 200 ans, on va dire. Et le maranisme, qui n'est pas seulement propre aux Juifs venus dans le sud-ouest, ou à Paris, ou dans l'est, ou du côté d'Avignon, ou à Carpentras, etc., c'est une manière de survivre d'abord. Il faut survivre dans une Espagne hostile, ou dans un Portugal hostile, où les Juifs sont interdits de pratique, donc ils font semblant d'être chrétiens, on les appelle los nuevos cristianos, les nouveaux chrétiens, ils vont à l'église, ils portent un signe comme quoi ils sont bénis, mais le vendredi soir ils allument la bougie et ils ne mangent pas de cochon, et ils récitent le Kaddish, ils font les invocations, le Shema Israël, etc. Pour montrer qu'ils avaient une façade chrétienne, aller quand même à l'église avec une prière en entrant. La prière, pour la résumer, c'était « je rentre dans cette maison qui n'est pas la mienne, ma maison c'est celle de Moïse » et il se donnait cet air chrétien.
Los marranos. Les maranes. Définition du petit Robert. Juifs d'Espagne ou du Portugal, convertis au catholicisme par la contrainte, mais qui secrètement restent fidèles à leur religion. Vient de l'espagnol marrano, qui originellement veut dire porc. Injure, évidemment, mais passé dans les termes de la langue courante pour désigner les juifs convertis de force pendant l'Inquisition. Ils ont été expulsés du XIVe au XVIIIe siècle. Le 28 janvier 1790, l'Assemblée décrète par 374 voix pour et 224 voix contre que tous les Juifs connus sous les noms de Portugais, Espagnols et Avignonnais jouiront désormais des droits de citoyens actifs. Des droits de citoyens actifs. En hébreu, cimetière, ça se dit Beit Chaim. Ça veut dire Bet Achaim, ça veut dire la maison de la vie. Donc ce soir, c'est la vie qui renaît pour cette nation portugaise, pour ces juifs portugais qui ont été enterrés ici. Et puis c'était pour nous aussi le moyen de montrer le patrimoine. Ainsi fut transmise la tradition d'une génération à l'autre. Ce que nous disent ces pierres et leurs signes parfois mystérieux, c'est cela. Rien n'empêche la transmission, ni le maranisme, ni les conversions, forcées ou consenties, ni l'assimilation, ni les mariages mixtes. Rien de tout cela n'amoindrit le capital de judéité qui est en nous et qui se transmet par des moyens qui peuvent être ondoyants et divers, mais toujours sincères. Merci au consistoire de m'avoir permis d'assumer avec mes propres mots une part de cet héritage. Merci de votre attention. Shalom à toutes et tous. Un cas d'un personnage connu, Michel de Montaigne. Sa maman avait eu ses parents et ses grands-parents brûlés en place publique à Saragosse pour pratique du judaïsme. Il y a plein de références au judaïsme dans Essai. On a mot pour mot Dina de Malruta Dina. La loi du pays sera ta loi. Il l'écrit en toutes lettres. Ça a été écrit il y a 3400 ans qu'un juif, il doit obéir aux lois de la Torah. On doit obéir à tout ce qui est écrit. Mais il y a 3400 ans, il était écrit que si un juif habite une ville ou un pays, c'est la loi du pays qui prime avant la loi de la Torah. Est-ce que je me suis bien exprimé? Les Juifs ont toujours eu cette volonté de s'insérer dans la société d'accueil, comme les autres. C'était une préoccupation importante pour eux, et qui ont été soumis quand même pendant des siècles et des siècles aux lois racistes, avec des départs, des spoliations, des retours quand il y avait besoin d'eux. Ils n'ont pas cessé en fait d'avoir ces allers et retours. En 1814, on construit ici, à cet emplacement, la première synagogue consistoriale en France. C'était Napoléon qui avait voulu organiser le judaïsme comme l'était le catholicisme avec un système pyramidal. Les synagogues monumentales, on les doit à un décret de Napoléon signé en mars 1808 qui a créé les consistoires. La synagogue va permettre quelque part, et le consistoire, d'organiser le culte, de lui donner une véritable visibilité sur la cité, sur le monde, et en quelque sorte aussi de fermer et de faire disparaître ces petits oratoires, ces lieux de prière privés. C'était des oratoires familiaux, on se réunissait à 10 parce qu'il suffit que 10 juifs soient réunis avec la Torah pour une validation de tous les actes juifs familiaux, le mariage, les enterrements, etc. Et en fait, cette synagogue a une durée de vie
courte, elle a brûlé à la suite d'un incendie et c'est comme ça qu'on a construit la synagogue rue du Grand Rabbin Joseph Cohen. La seule chose où on était complètement perdu, c'est la synagogue, quand on est allé pour la première fois. Moi, j'ai laissé des petites synagogues qui ont la taille d'une petite chambre à coucher, quoi. Avec, il faut 10 hommes pour faire minyan, ben, il y en avait rarement plus, peut-être de temps en temps pour les fêtes. Mais enfin, c'était des toutes petites pièces. Il n'y a que dans la capitale, à Tunis même, qu'il y avait une très belle synagogue. Mais dans les petites villes, non. J'ai été à la synagogue et puis j'étais émerveillée par cette synagogue majestueuse, immense. J'ai dit, c'est pas possible. Les hommes étaient en gris, avec un chapeau feutre gris aussi. Moi, pour moi, c'était pas du tout une synagogue, quoi. Moi, j'ai jamais vu des hommes habillés comme ça. Ça nous a vraiment surpris. C'est un tableau véritablement extraordinaire d'une synagogue qui a disparu, d'une période fondamentale de l'émancipation. Et il y a un élément intéressant, c'est qu'on a ajouté une chaire. Dans les synagogues consistoriales, on commence à imposer la chaire comme un élément de mobilier, si vous voulez, qui va servir à hausser la dignité du rabbin et de sa parole. Ça, c'est la théba traditionnelle dans le monde séfarade, c'est-à-dire qu'elle est restée au centre. Les rabbins ont toujours parlé depuis la théba, puisqu'en plus, justement, c'est un plan, même si la synagogue a un plan basilical, chaque fidèle peut monter à la Torah. Il ne s'agit pas seulement de l'officiant ou du rabbin, mais tous les fidèles doivent monter à la Torah. Il y a une circulation autour de la théba qui est hautement symbolique, puisqu'on dit même parfois que la théba est la représentation du mont Sinaï, sur lequel Moïse reçoit les tables de la loi avec tout le peuple juif autour. Donc c'est une symbolique très très forte, mais qui va être rompue justement au XIXe siècle dans un esprit de réforme et surtout d'imitation de l'organisation des églises. Et on reconstitue là une distinction qui n'est pas dans le judaïsme. L'intention de Napoléon était-elle uniquement de faire des beaux bâtiments et d'organiser le culte, ou aussi de faire un petit peu un travail de police pour savoir ce qui se passait un petit peu dans les communautés israélites? Il semblerait qu'il y a une certaine volonté à peu près identique à notre époque par rapport au culte musulman, à l'exemple du culte israélite ou du culte protestant, comme l'était le culte catholique, soit bien organisé et inséré à la vie de la cité et à la vie politique. Toutes ces constructions de la fin du XIXe siècle matérialisent l'intégration des communautés juives d'origine hispanique dans le Second Empire, mais la République aussi. Prière pour la République française. Éternel, Maître du monde, ta providence embrasse les cieux et la terre. Ô Seigneur, bénis et protège la République française et le peuple français. Regarde avec bienveillance depuis ta demeure sainte notre pays, la République française. Moi, ce qui me frappe quand je vois cette synagogue, c'est un mélange de styles à la fois mauresque, byzantin, un peu levantin. On s'aperçoit avec les arcatures, le style, qu'il y a de l'inspiration orientale, à l'évidence. Ces communautés juives qui étaient totalement intégrées dans la culture française, dans la culture des Lumières, dans la culture de la République, quand ils ont opté pour la construction d'une grande synagogue, ils se sont aussi souvenus de leurs racines, inconsciemment ou pas, peu importe. Mais leur architecte a traduit dans les formes, dans la modernité du bâti aussi, les origines. D'une certaine manière, on a là la continuité d'une culture. Il y a eu des personnages assez extraordinaires dans la communauté juive de Bordeaux. Il y a eu des familles, il y a eu des dynasties qui ont marqué cette communauté qui, comme chaque communauté, a une histoire et un héritage. Les Juifs étaient à la pointe de ce mouvement social, les Saint-Simoniens qui étaient pour l'élévation de la classe ouvrière
Les premiers, les gradistes, ont créé un mouvement ici à Bordeaux de mutualité en matière de pharmacie pour que les ouvriers puissent avoir accès aux médicaments. Les gradistes avaient loué le rez-de-chaussée à une dame qui était veuve, qui était pauvre, qui avait ouvert une mercerie. Elle avait 2 fils, et ces 2 fils ont un peu mieux réussi qu'elle, puis c'était les frères Pereire. Arrivé en 1723, il s'appelait Jacob Rodriguez Pereira. Et ce monsieur était enseignant. Et il parlait 4 langues. Et c'est lui qui a inventé le langage des signes pour les sourds, et non l'abbé de l'Épée. Et ses petits-enfants, Moïse et Émile, ce sont eux qui ont créé la station balnéaire d'Arcachon, les chemins de fer du Midi qu'on appelait. Ils ont aidé beaucoup Haussmann à reconstruire Paris, et je peux vous parler pendant des heures de... Tous ces juifs riches donnent, pas seulement à la communauté, mais aux œuvres, soit pour les chrétiens d'Orient dans les années 60 du 19e, soit pour la construction de cette synagogue. Le plus spectaculaire, c'est évidemment Ifla, Osiris, qui non seulement construit des synagogues, mais en plus crée le bateau soupe à Bordeaux, pour tous les malheureux, les clochards, comme on disait à l'époque, etc., qui ont toujours eu une assiette de soupe sur le bateau jusqu'à la guerre. Ils partagent et ils sont fidèles aux préceptes de la Torah, c'est-à-dire que non seulement on partage, mais on vient en aide aux pauvres. Il y a toujours une place pour les pauvres. La tzedaka est inhérente au judaïsme de donner, c'est une obligation que de donner aux plus pauvres que soi. La France a été ce pays qui, depuis des siècles, a donné, bon an mal an et avec des hauts et des bas, la place au judaïsme au pluriel, le judaïsme de l'Est, le judaïsme du Sud-Ouest, le judaïsme de la vallée du Rhône, de Carpentras, d'Avignon. Sa place est pas une place résiduelle, une vraie place, une vraie place. J'ai pour ma part choisi de devenir rabbin à l'âge de l'adolescence. Tout simplement parce que j'ai rencontré un rabbin, un maître, qui m'a donné envie de m'investir pour la communauté et d'être ce que doit être surtout le rabbin, un vecteur de transmission. C'est-à-dire de passer à la fois la connaissance et de donner envie à ce que les fidèles, aussi bien ceux qui sont les plus assidus à la synagogue que ceux qui sont parfois plus loin de la communauté, puissent se sentir aussi accueillis, reçus à la synagogue et faire partie de la communauté. À votre avis, c'est quoi pour vous être juif? Faire la prière. Faire la prière, la Torah. Talit. Ah le talit, c'est un vêtement qui s'est fabriqué progressivement dans l'histoire juive, parce que la Torah nous demande de mettre aux 4 coins de nos vêtements ce qu'on appelle des tzitzit, tzitziyot, des franges qu'on appelle tzitzit. Ce que dit la Torah, elle dit « Ur item otov », quand vous verrez ce tzitzit qui est pendu et que vous prendrez en main, ou que quand vous le verrez, vous vous souviendrez de toutes les lois de la Torah. Pour agrémenter le symbole et pour faire en sorte que cet objet-là immédiatement suscite le rappel des 613 commandements de la Torah, alors on s'est servi d'un moyen spécifique à cette pensée juive-là, qui est la guématrie. Chacune des lettres composant le mot tzitzit, chaque lettre ayant une valeur chiffrée, le total fait 600. Maintenant, de ces 600, on rajoute 8 fils et 5 séries de nœuds. 8 et 5, ça fait 13. 600 plus 8 plus 5, ça fait 613. Voilà que lorsqu'on déplie le tzitzit, ce que l'on voit, c'est une association de fils, de nœuds et du nom lui-même qui valent 613.
C'est une merveilleuse manière d'introduire la pédagogie, parce que l'enfant qui commence à porter un talit avec ses tzitzit se pose la question et immédiatement on lui rappelle la valeur de ce symbole au travers d'une expérience pédagogique qui est de l'ordre des chiffres et des lettres. Bah, on fait les études. Alors, regarde. Urvod Adar Malchuto, Malchutera, Malchut kol ha'lamim. Elecha edekol elecha yesabechu, ve'ata notem lahem et orlam beito, poteach et yadecha, umasmiya lehol ratzon, tzadik Adonai lehol derachav. Vavasid lechol masa Shelo asani goya Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam Shelo asani aved Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. La prière du matin des jours de semaine, les Juifs portent aussi ce qu'on appelle des téphilines, en français phylactères. En 2 mots, c'est quoi les phylactères? Ce sont des lanières de cuir qui sont arrangées de telle manière qu'on peut les mettre autour de la tête et autour du bras. Sur ces lanières-là se trouve un cube à l'intérieur. Il y a un petit parchemin, si vous voulez, qui est un extrait de la Torah. C'est une manière supplémentaire de mettre la Torah sur la tête, mais entre ses yeux. C'est un verset de la Torah qui dit tu mettras ces paroles entre tes yeux et sur ta main et sur ton bras. Et donc voilà que les paroles de la Torah se trouvent matérialisées par un symbole. Nous mettons le geste à l'appui de la parole. Donc il n'y a pas qu'une approche intellectuelle. C'est très important ce que je viens de vous dire, parce qu'en fait, c'est la base même de la survie de la diaspora. La liturgie bordelaise est extrêmement rare, hispano-portugaise, d'une richesse incroyable et d'une délicatesse qui, dans mon cœur, a toujours vibré depuis que je suis enfant. J'avais baigné dans ces airs-là en étant enfant, je ne les ai pas appris, mais j'ai baigné dans cette liturgie. Et donc du coup, il m'envoie à Bordeaux et je découvre à ce moment-là, j'ai été reçu par le grand rabbin Maman qui me parle un petit peu, qui fait connaissance. Et on y va, on lance les fêtes de Ticherie. Je ne connaissais pas toute la liturgie, il y avait encore M. Réby à l'époque, le père Réby, qui j'ai une affection particulière. Et bien petit à petit, voilà, je mets les pieds dans la communauté de Bordeaux. Et à partir de ce moment-là, moi j'ai toujours parlé de mariage entre les rabbins et les communautés. Et bien le mariage s'est fait. Alors le rabbin est avant tout un enseignant et un maître. En France, avec l'institution du consistoire au début du XIXe siècle par Napoléon, où les rabbins vont devenir des maîtres, et bien aussi des officiants, des officiers d'état civil pour célébrer les mariages, les deuils, les cérémonies familiales et communautaires. Donc le rabbin, maintenant, il a cette grande amplitude, je dirais, d'action. Il est celui qui enseigne, mais également juge également. C'est-à-dire qu'il est celui qui va transmettre la loi et trancher la loi. Il se veut être le berger fidèle, selon la définition aussi que la Bible utilise pour définir Moïse, c'est-à-dire à la fois fidèle
à Dieu, fidèle à la loi, également fidèle aux hommes et à la communauté pour pouvoir au mieux bien les soulager, les conseiller, les consoler quand il y en a besoin, les écouter et les accompagner dans toutes les circonstances de la vie. L'image que j'ai de mon grand-père, c'est quelqu'un qui avait une autorité assez indiscutable. Et les gens l'estimaient beaucoup, l'admiraient beaucoup, et il avait été très actif toute sa vie pour la communauté. Et il s'est soumis au rite portugais, sûrement dès le début, parce que quand les Pieds Noirs sont arrivés avec un rite un peu différent, il essayait de faire respecter ce rite portugais. Ça a été un peu compliqué. Mon père est ce jeune rabbin qui va être aux côtés du grand rabbin Cohen, qui est une figure tutélaire du judaïsme français, qui est grand rabbin de Bordeaux pendant 55 ans. Cette période va correspondre grosso modo avec l'arrivée des Juifs séfarades d'Égypte, puis Bizerte de Tunisie, puis d'Algérie et du Maroc. Et il va falloir non seulement pour lui se familiariser avec les rites, avec les coutumes, avec la liturgie, et en même temps organiser une symbiose entre cette liturgie séfarade du Maghreb ou d'Égypte avec cette liturgie tellement belle et tellement particulière du judaïsme et du rite hispano-portugais. Comme lui, il était ashkénaze, il n'était de parti pris ni sur le rite hispano-portugais, ni sur le rite algérien. Mais il comprenait très bien, à la place qui était la sienne, la volonté de chacun de voir son histoire, sa liturgie transmise et chantée. Donc il a composé, il a fait cette unification des rites. Aujourd'hui encore, Bordeaux reste, avec la synagogue de la rue Buffo, l'une des 2 synagogues de rite hispano-portugais en France, mais évidemment elle s'est adaptée pour le quotidien et pour les fêtes au rite séfarade pour permettre au plus grand nombre de fidèles de se retrouver. Un jour, un Shabbat, mon père est rentré à la maison et il m'a dit mon fils, je t'ai pas vu ce matin à la synagogue, qu'est-ce qui se passe? J'avais 15 ans. Je lui ai dit, écoute, je vais te dire, quand je viens à la synagogue, je comprends rien. Les prières me sont totalement hermétiques, si c'est pour les répéter, je n'y comprends rien. C'est moins intéressant que les discours de mon prof de latin ou de mon prof de grec. Ça a fait un électrochoc à mon père qui a dit, mais qu'est-ce que tu me racontes là? Quelques mois plus tard, mon père me dit un jour, en rentrant de la synagogue à un Shabbat, il me dit « Tu te rappelles ce que tu m'as dit il y a quelques mois ?» Je dis « Oui ». Il me dit « Bon, bah, tu peux revenir la semaine prochaine ». Finalement, les choses peuvent arriver, puisqu'elles sont arrivées, à Bordeaux. Et Rabbi Shimon ben Shushan donc a fait vivre, a fait naître une génération entière. L'étude de la Torah, consciencieuse et répétée, allait devenir la quintessence de notre identité de jeunes juifs, dans une génération qui découvrait les nouveaux philosophes et avec lesquels nous étions, y compris dans le domaine politique et dans le domaine philosophique, en écho au travers de l'étude de la Torah. Chez nous, l'étude des textes est quelque chose d'essentiel et cette transmission ne doit pas se faire à travers uniquement des bâtiments ou des photos ou des films, mais doit se faire aussi à travers des textes à étudier avec nos rabbins et avec nos hommes de science. Nous avons un éventail de religieux avec la même religion, avec les mêmes textes, mais une pratique différente, une religiosité différente. Mais l'objectif du consistoire aujourd'hui, c'est d'accueillir toutes ces familles. Quel que soit leur degré d'appartenance, leur histoire, leur origine, il faut qu'elles aient les structures. Aujourd'hui, Bordeaux, je peux le dire, a la structure. Nous avons aussi créé un espace culturel qui fait un lieu de vie, de convivialité pour notre jeunesse, pour nos familles, qui peut célébrer ainsi ces événements familiaux.
Dans les années 80, quelques jeunes couples de la communauté juive à Bordeaux se demandaient quel serait l'avenir de leurs enfants. Et après de longues discussions et de nombreuses rencontres et réunions, ils ont décidé de créer un jardin d'enfants dans la communauté juive. J'étais la première ganénette. J'ai accueilli ces enfants le 1er septembre 1981. On a commencé une aventure qui était superbe. C'était très émouvant. On a commencé avec 5 enfants. Et petit à petit, cela a pris forme. Et aujourd'hui, 40 ans après, il y a une école juive à Bordeaux et je pense que c'est grâce à cet enthousiasme des années 80. Non, remise ensemble. Baruch, Ata, Tizat, Yaden. Super. Super. C'est normal hein, que vous ne suivez pas tout de suite comme vous ne connaissez pas vos deux collègues. On est les enfants de la communauté, ouais, évidemment. Tous les dimanches, on allait le matin au Talmud Torah, on mangeait dans la synagogue des sandwichs qu'on allait acheter à la boucherie cachère juste à côté, et puis on passait l'après-midi au ZEI à faire des activités dans la synagogue et en dehors de la synagogue. Les éclaireuses israélites de France, les EIF aussi, donc c'est beaucoup de souvenirs dans la synagogue. La Torah dit que l'homme est comme un arbre des champs. On ne coupe pas la source de la fructification, donc de la production, qui est la source de la vie, et la définition même de la vie. Car l'homme est comme un arbre des champs. Autrement dit, si on nous demande de ne pas couper les arbres, est-ce que par là, on ne nous demande pas de ne pas couper les hommes? C'est-à-dire à quoi sert la guerre? La grande synagogue de Bordeaux a subi les affres de la période de l'occupation et a été particulièrement dévastée et profanée à la fin de 1943. Génocide, plan concerté tendant à la destruction totale ou partielle d'un groupe national, ethnique ou religieux. Atteinte volontaire à la vie. Atteinte grave à l'intégrité physique ou psychique. Mesure visant à entraver les naissances. Transfert forcé d'enfants. Le génocide est puni par la réclusion criminelle à perpétuité. Au moment du recensement en octobre 40, le grand rabbin Cohen s'est assis sur son fauteuil devant l'annexe de la préfecture, rue Père-Louis de Jabrun, pour, disons, donner confiance. Personne n'y pensait à mal à ce moment-là. Tout le monde pensait que c'était une manière de se protéger même, d'affirmer sa judéité au visage d'un gouvernement qui voulait exclure les Juifs et qui les excluait d'ailleurs en même temps. Les victimes étaient arrêtées et internées pour la plus grande majorité d'entre elles dans la grande synagogue de Bordeaux. Dont son adjoint, M. Benzacar, qui a fini par être déporté le 10 janvier 1944 sur un brancard. Il est parti d'ici, de la synagogue, avec la dernière rafle. Comme je m'étais caché sous le plafond des toilettes de cette synagogue, quand je suis sorti, j'avais 6 ans et demi, j'étais tout seul sur le perron, qui dans ma mémoire c'était le cuirassé Potemkin. Oui, l'escalier du cuirassé Potemkin. Alors que vous vérifierez que les marches du cuirassé Potemkin, c'est 3 petites marches. C'est des vraies marches. C'est fou la mémoire. Il fallait que je pense qu'il y avait des gens tolérants partout.
Il fallait que, pour reprendre espoir, il fallait qu'il y ait votre mère, il fallait qu'il y ait Madame Descoubès, l'infirmière, il fallait qu'il y ait même des Allemands tolérants. Et je suis actuellement invité en Allemagne, et c'est les enfants de ces Allemands-là qui sont coupables. Je leur dis, mais vous n'êtes coupable de rien, c'est pas vous qui avez commis le crime. Si vous aviez été à la place de des hommes, des militaires allemands chargés d'arrêter les gens, est-ce que vous auriez obéi aux ordres, vous? Je réfléchis beaucoup à l'obéissance. Si on n'obéit pas, on ne peut pas vivre ensemble. Il faut qu'il y ait des lois, il faut qu'on partage, sinon il n'y aura que des rapports de force. Mais jusqu'où peut-on obéir? Certains hommes ont dit, moi je ne peux pas. Il devait rentrer dans les écoles, attraper les enfants, tirer une balle dans la tête, jeter le corps, attraper. Je crois que j'aurais désobéi, ou je crois que je me serais enfui, ou je crois que j'aurais fait comme ces Allemands qui ont dit, moi je ne peux pas. Moi mais quel que soit le prix que ça va coûter, moi je ne peux pas. Thérèse Dopnicki, dont les petites sœurs sont là, 3 ans et 5 ans, Nelly et Rachel, elle m'avait dit, et Esther aussi, Esther Fossel m'avait dit la même chose. Elle me dit, tu es la fille qu'on n'a pas eue, parce qu'elles n'avaient jamais pu avoir d'enfant. Et donc, jusqu'à leur mort, je suis restée très très proche d'elle. Et donc, derrière ce travail, derrière le bénévolat, derrière le fait que j'ai moi-même frappé la moindre des choses que vous pouvez voir sur les panneaux, c'est une histoire de personnes, d'existence en fait, de relais d'existence, de continuité à travers le temps. C'est une chaîne. C'est une chaîne. Et là, on a pu traverser et on était en zone libre. Déjà, vous voyez, c'est un miracle. Et chaque année, lorsque nous renouvelons nos vœux, nous faisons un retour sur les événements passés, nos actions, nos défaillances, notre relation à l'autre. Et nous nous engageons dans un processus d'amélioration de nous-mêmes et, si nous sommes ambitieux, de l'humanité dans son entièreté. La création est donc ponctuée, vit, respire, se transmet, et chaque nouvelle année, nous pouvons interroger et réinterroger le sens de notre existence. Et avec l'aide, évidemment, de toutes nos associations, poursuivre notre travail de bâtisseur d'un monde meilleur. Essayons de réparer nos fractures, de sortir de la tourmente. Prenons le temps de nous tourner vers l'autre. Retrouvons l'énergie pour penser et vivre notre quotidien, d'être humain, relié à l'univers. La loi mosaïque, un kaléidoscope faisant un tout, peut-être à l'image du monde. Il faut savoir donner de la vie à ses rêves. C'est une phrase de Maxime Desbert, Père Cahavotte, qui dit « Tout amour qui est dépendant d'une chose, s'envole la chose, s'envole l'amour. Et tout amour qui ne dépend pas d'une chose ne s'annule jamais. » Puisque tout le monde pardonne à tout le monde. Je me suis marié ici. Il n'y a jamais de réponse définitive. L'idée d'inachèvement est très riche. C'est ça qu'on doit apprendre. C'est le doute qui stimule, chercher pour progresser. Ça veut dire que le doute vient du verbe qui veut dire taper des mains. Le doute, c'est la rencontre conflictuelle, le bruit que fait la gauche avec la droite avec la gauche. En hébreu, les voyelles ne sont pas indiquées, donc on pouvait mettre les consonances que l'on souhaitait. Saisir d'une seule manière un symbole serait une pure folie. La maison juive se veut être ouverte aux 4 vents pour accueillir, pour recevoir, mais en même temps pour donner. L'amour m'a conduit vers une juive, voilà. Puis j'ai des enfants juifs. Alors c'est quand même merveilleux. L'entraide surtout. Donc là, vous êtes là aujourd'hui pour la journée du patrimoine. Oui. D'accord. Et vous êtes juif ou pas? Non. Non. Et donc ça vous intéressait à quel titre? Intérêt culturel. C'est intéressant parce qu'on a vu que c'est des Portugais, des Espagnols, juifs qui sont venus ici.
C'est intéressant aussi pour nous, un peu connaître l'histoire. Ce sont les pères, les grands-pères, leur histoire, leur transmission, leur contribution au développement de la collectivité qui a fait de nous ce que nous sommes devenus. La permanence du judaïsme, sous toutes ses formes, me convient parce qu'elle permet de ne pas oublier d'où nous venons et cette histoire-là. À chaque fois qu'on est dans une espèce de clôture de l'histoire, une tentative de clôture de l'histoire, le judaïsme dit non, pas encore. L'amour est plus fort que tout. Voilà, ça, je pense que c'est une belle phrase, ça résonne bien avec moi. En miroir, une communauté me raconte mon histoire. En réflexion, une communauté interroge nos histoires. Réparer les vases brisés, les éclats de vie, habiter son nom, habiter le monde. Comme un, au sein duquel résonnent les mots. Transmettre, hériter, éduquer, s'éduquer, se transformer, continuer, transformer le monde. Notre monde. Chacun est à venir.